Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, on va rentrer au but du sujet concernant les détresses respiratoires néonatales et on va voir les causes pulmonaires de cette détresse respiratoire. Commençons premièrement par la première cause qui est le retard de résorption du liquide amniotique. Donc, c'est la première cause, c'est indiqué dans votre support. C'est la première cause de détresse respiratoire à l'approche de terme. Donc, si on va vous poser la question, vous allez craindre, dès que le terme va approcher, la première pathologie que vous allez penser comme détresse, comme cause plutôt de détresse respiratoire, est le retard de résorption de ce dernier. Donc, la respiration intra-utérine, normalement, elle mobilise le liquide amniotique qui se trouve dans le poumon. On avait parlé de ça, j'espère que vous vous souvenez de votre cours, l'adaptation respiratoire. On avait parlé de ce liquide amniotique, le passage du milieu qui est aquatique, c'est le liquide amniotique, vers le milieu qui est aérien. Donc, la moitié du liquide amniotique, elle est exprimée à la naissance. L'autre moitié, elle devrait être résorbée, comme on a vu, par voie lymphatique pulmonaire. Si cette dernière n'installe pas, si ce mécanisme de résorption n'est pas là, donc dans certains des cas, il s'agit là persistance de ce dernier. Donc, dans certaines circonstances, ces mécanismes de résorption peuvent être perturbés, peuvent être ralentis. Donc, on va noter accumulation du liquide amniotique dans les alvéoles et c'est la première cause de détresse respiratoire. Donc, si on vous pose la question, un nouveau-né vient juste de développer une détresse respiratoire, tout est normal. Donc, pensez-vous premièrement à une mal-résorption de ce liquide amniotique, faire votre aspiration pour traiter ce patient. Les facteurs de risque sont césarienne, l'accouchement rapide, l'accouchement de siège. Donc tout ça, donc là, c'est un enfant qui est à l'intérieur de la bulle. Ce milieu aquatique, on répète, c'est le liquide amniotique. La malrésorption de ce dernier, c'est la première cause de détresse respiratoire. Donc, l'accouchement rapide, l'accouchement de siège et aussi l'asphyxie périnatale. Donc tout ça sont des facteurs de l'accumulation du liquide amniotique à l'intérieur des alvéoles et la première cause de votre détresse respiratoire. Pour la clinique, vous allez noter l'apparition rapide des polypnées, des signes de rétraction, des cyanoses, des râles humides à l'auscultation. Donc tout ce qui est de liquide à l'intérieur des alvéoles, j'espère que vous vous souvenez de votre sémiologie pulmonaire. Donc ça va donner des crépitants et on vous a noté des râles humides à l'inspiration dans la cavité thoracique. Donc les signes, heureusement, ils ont tendance de régresser après 48 heures. Et à l'imagerie, donc qu'est-ce que vous allez noter? Un syndrome interstitiel. Donc je vous vais laisser dans cette vidéo le lien pour le syndrome interstitiel. On avait parlé de ça l'année passée, dans la 3e année, où on avait entamé la radiologie de l'unité cardio-pulmonaire. On avait parlé de tous ces syndromes. Donc, retard de résorption du liquide amniotique veut dire un syndrome interstitiel, une susurite et une opacité alvéolaire. Donc, c'est du liquide qui est à l'intérieur des alvéoles, à l'intérieur de l'interstitium, et c'est la cause de détresse respiratoire. Donc, si on vous pose tout ça dans un contexte clinique, on va vous rajouter donc un cliché thoracique qui montre un syndrome interstitiel. Votre diagnostic, c'est un retard de résorption du liquide amniotique. J'espère que c'est noté. Et pour le traitement de cette dernière, c'est la CPAP qui veut dire la pression positive continue. Donc, votre traitement, ce que vous voyez à droite dans l'illustration, ça c'est la CPAP, c'est le traitement de retard de résorption du liquide amniotique. Donc, la pression pulmonaire continue positive, c'est votre traitement. Donc, ça c'était premièrement pour première pathologie, retard de résorption liquide amniotique. On passe maintenant à une autre pathologie qui est la maladie des membranes hyalines. Vous allez rencontrer cette dernière souvent lorsque vous allez entamer le cours du retard de croissance et de la prématurité. Donc deuxièmement, on va passer à la maladie de membrane hyaline. Cette dernière, c'est la première cause de détresse respiratoire chez le nouveau-né, mais avec prématurité où l'âge gestationnel il est inférieur à 32 semaines d'aménorrhée. Donc on répète, la pathologie, la première pathologie, c'est la retard de résorption du liquide amniotique. Ça, c'est pour les nouveau-nés à terme. Donc, votre réflexion, nouveau-né à terme, pensez premièrement à la mal-résorption ou bien retard de résorption du liquide amniotique. Pensez-vous à un traitement par la pression alvéolaire pulmonaire positive plutôt continue. Mais si vous avez un prématuré,
vous allez penser à la deuxième pathologie. Souvent, cette dernière, elle est posée comme question d'examen. Donc, c'est la MMH, maladie des membranes hyalines, première cause de détresse respiratoire chez un nouveau-né, prématuré. Incidence, elle est inversement proportionnelle au terme. Donc, dès que le terme il est avancé, vous allez noter la présence de cette dernière. L'immaturité pulmonaire et le déficit du surfactant, c'est l'explication physiopathologique ou bien c'est la cause de cette maladie. Si on vous pose la question, qu'est-ce qui cause cette maladie membrane hyaline? Retenez-vous votre premier cours concernant l'adaptation pulmonaire. On avait parlé du rôle du surfactant pour empêcher le poumon de se collaber à l'expiration. On avait introduit aussi dans ce cours la notion de prématurité. Un poumon prématuré avec un surfactant qui est immature est égal maladie du membrane hyaline. Donc c'est ce surfactant qui permet d'éviter le collapsus alvéolaire expiratoire. Les facteurs protecteurs donc pour le traitement, pour prévenir. Donc, si vous avez un nouveau-né, ou bien si vous avez une suspicion de prématurité, un risque de prématurité, votre conduite à tenir, c'est d'introduire la corticothérapie anténatale. Souvent, les facteurs de risque, c'est le sexe féminin, l'ethnie noire, donc maladie des membranes hyalines à prévenir par la corticothérapie. Donc là, à gauche dans l'illustration, vous notez premièrement l'aspect normal. Toujours, on revient aux notions de base. Donc le poumon, c'est l'air. L'air, il est clair. Donc c'est l'aspect qui est foncé ou bien noirâtre. Là, deuxièmement, si on vous dans ce contexte-là, faites-vous la différence, une couleur pâle. Donc, c'est une opacité qui est disséminée avec un syndrome de détresse respiratoire chez un nouveau-né prématuré. Pensez-vous donc votre diagnostic dans ce deuxième cas, il est la maladie des membranes hyalines. Les facteurs favorisants, donc c'est l'asphyxie périnatale, le retard de croissance, mère diabétique. On a un cours sur ça, et vous allez le revoir en gynécologie, l'hémorragie fœtale maternelle, la naissance multiple. Pour la description, donc le diagnostic, c'est une détresse respiratoire aiguë, c'est indiqué à gauche dans l'illustration, sans intervalle libre, avec un gênement expiratoire. Vous êtes en train de noter le rôle du score de Silverman, donc il est à retenir. Cette dernière, elle va évoluer à 3 stades. Qu'est-ce que vous allez noter? Donc un poumon blanc, effacement du contour du cœur, avec des bronchogrammes aériens. Donc là, voilà, votre diagnostic, c'est une opacité qui est disséminée autour de tous les deux champs pulmonaires. Votre diagnostic là, c'est de poser la maladie des membranes hyalines. Donc là, voilà. Donc un poumon qui est opaque, absence de l'air, un poumon qui est collabé, manque de surfactant. Ça, c'est les 4 stades. Donc, c'est une fine, donc c'est à retenir l'aspect ou bien la description radiologique, c'est une fine granité dans les deux champs pulmonaires. Donc, si on vous pose la question, dans un contexte clinique, un nouveau-né préterme avec les facteurs de risque qu'on avait cités dans la plaque précédente, ce dernier, il est en train de développer une détresse respiratoire, premièrement salicine clinique, ils sont sans intervalle libre, il existe un gênement expiratoire, donc c'est l'expiration, le terme que vous pensez. Dès que vous allez entendre expiration, vous allez penser au surfactant qu'on avait vu dans le premier cours. Et là, vous allez poser, ou bien, si on vous rajoute cet aspect-là que vous voyez à gauche dans l'illustration, une fine granité dans les deux champs qui occupent la totalité, on répète, la totalité de deux champs pulmonaires, vous allez proposer le diagnostic du MMH, maladie des membranes hyalines. Cette dernière, elle est prévenue, on répète, par l'administration de la corticothérapie anténatale. Mais si s'installe le traitement là, c'est l'admission du surfactant. Donc là, voilà. Donc, ça, c'est la détresse respiratoire. Après l'administration du traitement, vous allez noter donc l'aspect normal de cette dernière. Donc, le poumon, il va revenir à son état normal. Donc, une clarté qui est vasculaire. Vous allez voir dans le pneumothorax, elle est avasculaire. Donc, tout ça, c'est la radiologie. Donc, le poumon, c'est une clarté qui est vasculaire. C'est pas une opacité et c'est pas une clarté totale. Donc, le traitement, c'est le surfactant. Donc, voilà, avant le traitement par le surfactant, vous êtes en train de voir l'opacité. Là, voilà, disparition et
le poumon il revient à son aspect radiologique normal. Donc le traitement c'est le surfactant. Donc là voilà, c'est le rôle du surfactant, c'est cette substance qui est verdâtre là. Il permet son rôle, on est en train de répéter ce qu'on avait vu dans la physiologie, il permet ou bien il empêche le collapsus pulmonaire lors de l'expiration. Tous ces termes sont à retenir et j'espère que vous allez les noter. Ils vont vous aider dans votre diagnostic car ce sont des urgences. Et là voilà, votre surfactant qu'on avait vu dans le premier cours, l'administration de ce dernier. Comme traitement, on peut citer le Curosurf. C'est un surfactant naturel extrait du poumon porquin. Vous allez administrer 200 mg par kilogramme. Ou bien le deuxième, vous pouvez administrer le Survanta qui est un surfactant extrait cette fois par un ou bien des poumons du mouton. Vous allez administrer 100 mg par kilogramme. Donc heureusement une grande efficacité du surfactant. Si l'installation intratrachéale précoce, une bonne amélioration immédiate après l'instillation. Comme traitement prophylactique, on répète, si vous avez une femme avec risque de prématurité, on va revoir ça, on répète, dans la gynécologie. Prophylaxie, donc dès la naissance, s'il s'agit d'une très grande prophylaxie, administrez-vous la corticothérapie. Donc traitement curatif chez le prématuré, supérieur à 28 semaines ou à terme, donc pas de surfactant, donc c'est une ventilation, on répète, CPAP, donc c'est une pression continue alvéolaire positive ou bien une ventilation mécanique. Donc ajoutez-vous le surfactant s'il s'agit de prématurité ou bien de grande prématurité qui est inférieure à 28 semaines d'aménorrhée. S'il s'agit d'un prématuré qui est supérieur à 28, une ventilation là, elle est efficace. L'évolution, heureusement, elle est spectaculaire sous surfactant. Le traitement, c'est le surfactant, tout ce qui est en rouge, c'est à retenir. Malheureusement, dans certains des cas, il s'agit de complications. Le pneumothorax, on va voir ça dans juste quelques plaques. La surinfection ou bien la dysplasie broncho-pulmonaire. Donc, deuxième maladie, ce que vous êtes censé de connaître, prématurité, prophylaxie avec la corticothérapie s'il s'agit des facteurs de risque de prématurité. Pensez-vous à la maladie du membrane hyaline. Donc, tout ce qui est à terme, c'est le retard de résorption du liquide amniotique. Tout ce qui est prématurité, préterme, tout ce qui est prématuré, vous allez penser à la MMH, maladie du membrane hyaline. C'est la fine granité. Et dans la maladie ou bien dans le retard de résorption, c'est un syndrome interstitiel. Ce sont des termes à retenir et à différencier. J'espère que vous n'allez pas confondre entre les deux pathologies. Un étudiant en cycle clinique doit différencier entre maladie du membrane hyaline et retard de résorption du liquide amniotique. Donc après ça dit, on va passer à d'autres pathologies. Bien avant de conclure la maladie du membrane hyaline, donc la corticothérapie antinatale, c'est la prévention, on avait parlé de ça. Elle est efficace si le délai entre le traitement et la naissance est supérieur à 12 heures. Donc après une cure, 2 injections à 12 heures d'intervalle. Elles sont très efficaces après 24 semaines d'aménorrhée et avant 37 semaines d'aménorrhée. Donc dernièrement, prophylaxie, c'est la corticothérapie antinatale. On passe maintenant à la troisième pathologie qui est l'inhalation du liquide méconial. Donc, absorption du liquide méconial, on avait parlé du méconium la fois passée. Donc c'est une substance verdâtre émise. Cette dernière, elle devrait être émise en néonatologie ou bien dans la période ou bien dès les heures qui vont suivre la naissance. Ça témoigne d'une absence de malformation. Souvenez-vous de l'imperforation anale, qui est une urgence chirurgicale. Donc, cette inhalation du liquide méconial, donc elle est due soit à une post-maturité, si on vous pose la question, les causes qui vont favoriser. Donc, un liquide méconial qui est émis à la vie intra-utérine, il témoigne d'une souffrance intestinale. Là, voilà. Donc, cette inhalation du liquide méconial, soit par post-maturité, donc c'est parmi les complications de post-maturité, donc un nouveau-né, ou bien un fœtus qui va dépasser les 37 semaines, donc ça va donner une hypoxie fœtale, une ischémie intestinale, cette ischémie va donner un hyperpéristaltisme, et ce dernier, il va libérer le méconium, donc voilà, ça c'était la cavité amniotique à l'état physiologique, et voilà,
Donc, un nouveau-né, s'il s'agit, je répète, d'une souffrance intestinale, d'un hyperpéristaltisme, d'un dépassement du terme, ce nouveau-né, il va émettre ce liquide, bien cette méconium, la libération du méconium dans la cavité amniotique, l'aspiration de ce dernier, il va donner troisième pathologie qui est détresse respiratoire par absorption du liquide méconial. Donc c'est souvent la post-maturité. Vous êtes en train de noter que chaque pathologie a là son âge de survenue. Donc c'est un liquide méconial qui va être absorbé dans les branches. Il va inhiber le surfactant, donc elle va ressembler à la MMH, plus il va donner une réduction de la capacité des échanges gazeux. Donc, souvent ce dernier, il est retrouvé, c'est en rouge comme je vous ai dit, dans la post-maturité et dans la souffrance. Vous pouvez rajouter là, c'est indiqué dans votre support, l'hypotrophie. Donc, si vous avez troisièmement, comme troisième cas, un nouveau-né qui est hypotrophe, un nouveau-né qui a eu une souffrance intra-utérine, on a un cours sur la souffrance intra-utérine, si ce dernier ou bien si ce nouveau-né il a eu une post-maturité, vous n'allez pas penser à l'absorption du liquide méconial ou bien à l'absorption du liquide amniotique. On répète, cette dernière, elle a survenu dans les normes du terme. Vous n'allez pas penser à la maladie des membranes hyalines car elle survient souvent chez la prématurité. Vous allez penser à la troisième grande majeure pathologie qui est l'inhalation du liquide méconial. J'espère que vous allez différencier entre ces trois grandes pathologies, trois grandes causes de détresse respiratoire. Les signes fréquents et les signes d'alarme. SFA, c'est pour souffrance fœtale aiguë. On a un cours sur ça, on répète. L'accouchement prolongé et les complications post-maturité. Et lorsqu'il s'agit d'un liquide amniotique de nature méconiale, émission de ce dernier risque le passage, donc là voilà, passage dans les cavités ou bien dans les voies respiratoires. Donc, pour la clinique, vous allez noter rapidement une dépression respiratoire immédiate, une tachypnée, un gênement, un tirage, cyanose, hypertension artérielle pulmonaire. Vous allez noter les battements des ailes d'inné. Vous êtes en train de voir le score de Silverman qui se répète toujours en pédiatrie. C'est à retenir, on répète ça pour la troisième fois. Vous allez noter un enfant qui est recouvert du méconium. La peau recouverte du méconium, l'aspect verdâtre dans la peau, sur les ongles, sur le cordon qui va devenir aussi lui-même verdâtre. Le traitement là, c'est l'infiltration, ce que vous voyez à gauche dans l'illustration toujours, l'infiltration pulmonaire floconneuse et ça c'est l'aspect radiologique et une opacité qui est en monte. Donc premièrement, c'était un syndrome interstitiel dans le retard de résorption du liquide amniotique. C'était une fine granité pour la maladie des membranes hyalines. N'oubliez pas l'aspect radiologique, c'est très important. Dans cette troisième pathologie-là, c'est une infiltration pulmonaire floconneuse et une opacité, gardez-vous bien ce terme, en monte. Voilà, une opacité qui est en monte, elle n'est pas disséminée. Donc c'est pas un syndrome interstitiel, c'est pas une fine granité. Votre description là, c'est une opacité en monte. Et là, voilà, vous avez votre diagnostic d'une détresse respiratoire causée par l'inhalation du liquide méconial. J'insiste sur les trois aspects radiologiques de chacun de ces trois grandes majeures pathologies et avec leurs termes, leur date de survenue. Donc, il s'agit là d'une contre-indication à toute ventilation avant aspiration. Il faut aspirer ce dernier, ce liquide méconial comme traitement. Donc, la spécificité de cette dernière, contre-indication, faites attention, absorption du liquide méconial veut dire indication à l'aspiration et une contre-indication à toute ventilation avant d'aspirer ce liquide méconial. C'est écrit en rouge et bien sûr c'est à retenir. Si vous avez un score d'APGAR qui est inférieur à 7, c'est parmi les critères d'intubation comme on a vu précédemment, avec une aspiration trachéale, voire une ventilation mécanique. Plus ou moins, vous allez rajouter le surfactant selon le cas. On répète, le liquide méconial inhibe le travail de surfactant. En plus, vous allez ajouter une antibiothérapie. C'est du liquide méconial ce liquide méconial risque de surinfecter pour prévenir la pneumopathie bactérienne secondaire. Et l'inhalation du monoxyde d'oxygène ou bien
monoxyde d'azote s'il s'agit d'une hypertension portale. Ou bien hypertension artérielle pulmonaire. Donc si on répète ce qu'on avait vu concernant les trois pathologies, vous êtes censé de connaître la cause de chacune de ces trois majeures pathologies, soit l'inhalation ou bien voir le retard de résorption du liquide méconial, ou bien amniotique, voire maladie du membrane hyaline, j'insiste sur la deuxième, ou bien voir la troisième qui est l'inhalation du liquide méconial. L'aspect de chacun de ces derniers, il est à retenir par cœur. Je vous invite à prendre note de ces trois majeures pathologies. On répète, un étudiant en cycle clinique doit différencier entre ces trois pathologies et il doit prendre en charge ces dernières. Faites attention, on répète, il s'agit d'une contre-indication si c'est le cas d'une inhalation du liquide méconial à toute ventilation avant d'avoir l'aspiration qui est premièrement votre conduite à tenir. Donc on va arrêter dans ces trois majeures pathologies. On va continuer les causes pulmonaires prochainement. Toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.